Les enfants ont abandonné leur père millionnaire sur la route, mais lui avaient déjà confié toute sa fortune à l'employé. La Mercedes noire s'arrêta net, soulevant un nuage de poussière sur l'asphalte fissuré. C'était midi et le soleil tombait comme du plomb fondu sur cette route oubliée de Dieu. 3 portières s'ouvrirent en même temps. De la banquette arrière descendirent 2 hommes et une femme, tous vêtus de costumes élégants qui tranchaient avec le paysage désolé. Le plus âgé, un homme d'une 40aine d'années portant des lunettes de marque, ouvrit brusquement la portière du passager. « Descends, papa. »« On est arrivé, » dit-il sans le regarder dans les yeux. De la voiture sortit avec difficulté un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, les mains tremblantes cherchant appui sur le cadre de la portière. Ses yeux bleus, autrefois pleins d'autorité, fixaient maintenant l'horizon vide avec confusion. « Où sommes-nous, mes enfants ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Vous aviez dit que nous allions à mon contrôle médical. »« Ici, c'est ton nouveau foyer, père », répondit la femme avec froideur en ajustant ses lunettes de soleil, « un endroit calme où tu pourras te reposer. » Ils laissèrent tomber près de lui une valise usée, la même qu'il avait utilisée lorsqu'il avait émigré d'Europe 50 ans plus tôt. Le vieil homme regarda la valise, puis ses enfants, et quelque chose se brisa en lui. Il ne dit plus rien, les observa simplement remonter dans la voiture, claquer les portières avec indifférence et démarrer sans se retourner. Le moteur rugit, la poussière se leva comme un rideau séparant 2 mondes. Et Don Roberto Mendoza, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, resta seul, assis sur sa valise au bord d'une route sans nom, sous un soleil impitoyable. Avant de continuer cette histoire qui va t'émouvoir jusqu'aux larmes, n'oublie pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant depuis quel pays tu nous regardes. Tu nous suis depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine. Nous aimerions vraiment savoir d'où tu nous regardes, car ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie l'amour véritable et la valeur de la famille. Maintenant, poursuivons avec ce qui s'est passé ensuite, car ce jour-là a changé à jamais leur façon de voir le monde. Les heures passèrent comme des siècles. Don Roberto tenta de se lever à plusieurs reprises, mais ses jambes ne lui obéissaient plus comme avant. La canne que ses enfants avaient oubliée se trouvait quelque part dans un coin du manoir qui n'était plus le sien. La soif commença à lui brûler la gorge. La chaleur lui brouillait la vue, dans son esprit, comme un film au ralenti, les souvenirs défilaient. Il se rappela quand Carlos, son fils aîné, n'était qu'un enfant et lui demandait de le porter sur ses épaules. Il se souvint de Patricia, sa fille unique, pleurant dans ses bras le jour de sa première déception amoureuse. Il se souvint de Miguel, le plus jeune, lui promettant qu'il prendrait toujours soin de lui quand il serait vieux. Toutes ces promesses n'étaient plus que poussière, comme celles que le vent soulevait sur cette route. Lorsque le soleil commença à décliner, un bruit lointain rompit le silence. C'était le moteur d'un vieux véhicule toussant sous l'effort. Une camionnette marron rouillée et cabossée apparut à l'horizon. Au volant se trouvait une femme d'environ 55 ans, au visage fatigué mais serein, les cheveux attachés en une simple queue de cheval et les mains marquées par des années de travail. Elle s'appelait Elena Vargas. Elena avait passé les 3 dernières décennies de sa vie à nettoyer les maisons des autres, à cuisiner dans des cuisines qui n'étaient jamais les siennes, à élever des enfants qui ne portaient pas son sang. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement dans des demeures où les propriétaires ne connaissaient même pas son nom complet. Et ce matin-là, après avoir été renvoyée de son dernier emploi pour excès de familiarité avec la famille, elle avait décidé de retourner dans le village où elle était née, déterminée à recommencer avec le peu qu'elle possédait. Quand elle vit le vieil homme assis au bord de la route, son premier instinct fut de continuer son chemin. Dans ce monde, on apprend à ne pas se mêler des problèmes des autres. Mais quelque chose dans la posture de cet homme, dans la façon dont ses épaules s'affaissaient vaincues, dans le tremblement de ses mains essayant d'ouvrir une bouteille d'eau vide, lui serra le cœur. Elle freina brusquement. Le véhicule laissa des traces noires sur l'asphalte brûlant. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle en sautant à terre. « Monsieur, vous allez bien ?» Don Roberto leva le visage. Ses yeux bleus, voilés par la déshydratation, la regardèrent sans comprendre. « De l'eau ?» murmura-t-il à peine, « s'il vous plaît. » Elena courut à l'arrière de la camionnette et sortit une grande bouteille. Elle s'agenouilla près de lui et approcha doucement le récipient de ses lèvres. Le vieil homme but avec désespoir, toussant entre chaque gorgée. « Doucement, monsieur, doucement » dit-elle avec tendresse. «
Que faites-vous ici tout seul? Où est votre famille? Don Roberto baissa les yeux. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues ridées. Ils m'ont laissé ici, murmura-t-il d'une voix brisée. Mes enfants ont dit qu'ils allaient chercher quelque chose et ne sont jamais revenus. Elena sentit la colère lui monter à la gorge. Elle connaissait cette histoire. Elle l'avait vue trop de fois dans les maisons où elle travaillait. Des personnes âgées oubliées, des parents devenus des fardeaux, des gens qui avaient tout donné et ne recevaient même plus un appel. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je ne sais pas. Depuis ce matin, je crois. J'ai perdu la notion du temps. Elena regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de maison, pas de signe de vie humaine, seulement le désert et l'oubli. Vous ne pouvez pas rester ici, monsieur. Vous allez mourir d'insolation, dit-elle fermement. Je vous emmène. Je ne veux pas vous causer de problème, madame, répondit-il d'une voix faible. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour savoir qu'aucun être humain ne mérite ça, l'interrompit Elena. Maintenant allons-y, appuyez-vous sur moi. Avec effort, elle l'aida à se lever. Don Roberto pouvait à peine tenir debout. Elena prit la vieille valise d'une main et le soutint par la taille de l'autre. Ensemble, ils marchèrent lentement jusqu'à la camionnette. Quand elle réussit enfin à l'installer sur le siège passager, le vieil homme la regarda avec un mélange de gratitude et de honte. « Merci, ma fille, dit-il d'une voix tremblante. Dieu vous a mise sur mon chemin. » Elena démarra le moteur et regarda dans le rétroviseur cette route qui s'éloignait. Elle ne savait pas que cet acte de compassion allait changer sa vie à jamais. Elle ne savait pas que le vieil homme qu'elle venait de sauver était Roberto Mendoza, l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, et elle n'imaginait encore moins que ce jour-là commençait une histoire de justice, de trahison et d'amour véritable qui ferait trembler les fondations d'une famille pourrie par la cupidité. Pendant qu'elle conduisait en silence, Elena pensa à sa propre vie, aux années de sacrifice, aux humiliations avalées avec dignité, aux nuits passées à pleurer de fatigue. Elle pensa à toutes les fois où elle avait pris soin de personnes âgées étrangères, pendant que leur propre famille les traitait comme de vieux meubles. Et à ce moment-là, sans le savoir, elle prit une décision qui marquerait son destin. Elle n'abandonnerait pas cet homme, quoi qu'il en coûte. Don Roberto, les yeux fermés et la respiration saccadée, murmura quelque chose qu'Elena n'entendit pas. Mais dans son esprit, le vieil homme savait déjà ce qu'il ferait. Il avait trouvé chez cette femme inconnue quelque chose que ses propres enfants ne lui avaient jamais donné. De l'humanité. Le soleil commençait à se coucher lorsque la camionnette disparut sur le chemin de terre, au loin, depuis une voiture noire stationnée derrière une colline, quelqu'un observait avec des jumelles, quelqu'un qui n'allait pas permettre qu'un simple sauvetage ruine ses plans. La guerre ne faisait que commencer. La maison d'Elena était petite, avec des murs en adobe et un toit qui fuyait quand il pleuvait fort, mais elle possédait quelque chose que beaucoup de demeures n'ont pas, de la chaleur. Les murs étaient décorés de photographies jaunies de ses parents disparus, un crucifix en bois au-dessus de la porte et des rideaux brodés à la main qu'elle avait cousus elle-même des années plus tôt. Lorsqu'elle aida Don Roberto à entrer, le vieil homme s'arrêta sur le seuil et regarda autour de lui avec étonnement. Ce n'était pas l'opulence qui le surprenait, mais la paix qui émanait de ce lieu humble. « Asseyez-vous ici, » dit Elena en désignant une chaise en bois près de la table. « Je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Pendant qu'elle allumait la cuisinière et réchauffait une marmite de soupe au poulet, Don Roberto observait chaque détail. Les assiettes dépareillées, les tasses décorées de fleurs, la nappe raccommodée avec soin. Dans cette atmosphère simple, quelque chose en lui commença à guérir. « Comment vous appelez-vous, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée. « Elena. Elena Vargas. Moi, c'est Roberto. Roberto Mendoza. Roberto Mendoza. » Elena resta figée, la cuillère en l'air. Ce nom, elle le connaissait trop bien. Elle l'avait entendu aux informations, dans les magazines, dans les conversations des femmes pour qui elle travaillait. Les Mendoza possédaient la moitié du pays. Hôtels, entreprises de construction, chaînes de restaurants, ils étaient intouchables. Mendoza, répéta-t-elle avec prudence. Vous ne seriez pas le père de Carlos, Patricia et Miguel. Il acquiesça en baissant les yeux. Oui, c'est moi. Le silence tomba lourdement.
Elena sentit son cœur battre à tout rompre. Cet homme, abandonné au bord de la route comme un déchet, était le patriarche de l'une des familles les plus puissantes du pays. « Je ne comprends pas, dit-elle en s'asseyant face à lui. Comment est-il possible que vos enfants, avec tout l'argent qu'ils ont, vous aient laissé ainsi ?» Don Roberto soupira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes retenues. L'argent change les gens, Elena. Mes enfants ne me voient plus comme leur père, ils me voient comme un obstacle entre eux et l'héritage. Il fit une pause douloureuse. Il y a 6 mois, on m'a diagnostiqué une maladie du cœur. Rien de grave, mais j'ai besoin de soins. Depuis, ils ont commencé à me traiter comme un fardeau. Papa, tu ne peux plus vivre seul. Papa, tu dois signer ces papiers. Papa, il vaut mieux que tu entres dans une maison de retraite. Elena écoutait attentivement en lui servant un bol de soupe. J'ai refusé, poursuivit don Roberto. Je leur ai dit que je n'irais dans aucune maison de retraite, que c'était ma maison et que j'y resterais. Ça les a mis en rage. Ils ont commencé à m'ignorer, à me traiter avec froideur, ils ont cessé de me rendre visite et ce matin, sa voix se brisa, ce matin Carlos m'a dit qu'il m'emmenait pour un contrôle médical spécial dans un autre état. Ils m'ont fait monter dans la voiture et, eh bien, tu connais la suite. Les larmes coulèrent librement sur son visage ridé. Elena ressentit une colère profonde mêlée à une tristesse infinie. « Je suis vraiment désolée, don Roberto, dit-elle avec douceur. Aucun père ne mérite ça. Je ne veux pas ta pitié, ma fille, répondit-il en s'essuyant les yeux. Seulement ta compagnie. Cela fait si longtemps que personne ne me traite avec dignité. Elena lui prit la main avec douceur. Tant que vous serez sous mon toit, il ne manquera de rien. Je vous le promets. Don Roberto serra sa main avec gratitude. À ce moment-là, quelque chose d'invisible mais puissant les unit. Un pacte silencieux entre 2 âmes que le monde avait tenté de briser. Cette nuit-là, Elena prépara un lit de camp avec des couvertures propres dans la petite chambre au fond. Don Roberto dormit profondément pour la première fois depuis des mois et avant de fermer les yeux, murmura une prière en remerciant d'avoir trouvé quelqu'un comme elle. Mais ce que aucun des deux ne savait, c'est qu'au même moment, dans un manoir de l'autre côté de la ville, 3 personnes levaient leur verre de whisky et portaient un toast à leur liberté. Enfin, nous nous débarrassons du vieux, dit Carlos avec un sourire cruel. Maintenant, l'héritage est à nous, ajouta Patricia, et personne ne pourra arrêter ce qui vient, conclut Miguel. Les 3 rirent tandis qu'à l'extérieur, la pluie commençait à tomber, mais aucun ne remarqua la silhouette qui les observait depuis le jardin sombre. C'était Sébastien, le chauffeur de la famille, un homme de 60 ans qui avait servi don Roberto pendant 30 ans et qui connaissait chacun de ses secrets. Et ce que Sébastien savait ferait trembler les fondations de cette famille de serpents. Les jours passèrent avec une tranquillité trompeuse. Don Roberto retrouva des forces peu à peu. Elena le soignait avec une dévotion qu'il n'avait connue ni même de son épouse défunte. Elle lui préparait ses plats préférés, l'aidait à marcher dans le petit jardin, lui lisait le journal à voix haute car ses yeux n'étaient plus les mêmes. Un après-midi, alors qu'il prenait le café sur le porche, don Roberto sortit de sa vieille valise une enveloppe jaunie attachée avec une ficelle rouge. « Elena, j'ai besoin que tu gardes ceci, dit-il solennellement. « Qu'est-ce que c'est, don Roberto ?»« Mon dernier testament, répondit-il en la regardant dans les yeux. « Quelque chose que mes enfants ne doivent pas trouver. »« Pas encore. » Elena prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Je ne comprends pas, à l'intérieur de cette enveloppe se trouve la vérité, expliqua-t-il. Il y a 2 ans, quand j'ai su que mes enfants ne me voyaient que comme un portefeuille sur pattes, j'ai pris une décision. J'ai changé mon testament. Tout ce que j'ai construit pendant 50 ans, chaque propriété, chaque compte bancaire, chaque action de mes entreprises, je l'ai mis au nom de quelqu'un qui le mérite vraiment. Elena sentit le monde s'arrêter. À qui ? Don Roberto sourit avec tristesse. Tu le découvriras en temps voulu. Pour l'instant, garde-le. Quand je ne serai plus là, cette enveloppe sera ton bouclier contre ce qui vient. Don Roberto, ne parlez pas ainsi. Vous allez vivre encore de nombreuses années. Nous avons tous une horloge, ma fille, et la mienne touche à sa fin. Mais ne crains rien, j'ai fait ce qui était juste.
Et quand la vérité sera révélée, le monde verra qui sont réellement mes enfants. Elena rangea l'enveloppe dans une boîte en métal qu'elle cacha dans l'armoire. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Quelque chose dans les paroles du vieil homme l'inquiétait. Elle sentait qu'une tempête se préparait et elle n'avait pas tort. Le lendemain, alors qu'Elena se rendait au marché du village, une Mercedes noire s'arrêta devant sa maison. De là descendirent Carlos et Patricia Mendoza, accompagnés d'un homme en costume gris portant une mallette en cuir. « Es-tu sûr que c'est ici ?» demanda Patricia avec mépris en regardant la maison modeste. « Le traceur GPS du portable de papa indique cet endroit, » répondit Carlos. « Cette femme-là ici. » Don Roberto, qui se reposait sur le porche, vit la voiture et son visage pâlit. Il tenta de se lever pour entrer dans la maison, mais ses jambes ne répondirent pas assez vite. « Papa !» cria Carlos en s'approchant de lui avec une fausse inquiétude. « Dieu merci, vous allez bien. Nous vous avons cherché partout. »« Ne me touchez pas !» répondit Don Roberto d'une voix ferme. « Pas après ce que vous avez fait. » Patricia s'approcha avec des larmes de crocodile. « Papa, il y a eu un malentendu. Le chauffeur s'est trompé et vous a laissé au mauvais endroit. Nous étions désespérés. »« Menteur !» cracha le vieil homme. « Vous m'avez abandonné exprès. Vous m'avez laissé pour que je meure. » L'homme en costume gris s'avança. « Monsieur Mendoza, je suis le docteur Ramirez, psychiatre de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre état mental. Nous pensons que vous souffrez d'un épisode de démence sénile. » Don Roberto sentit son sang bouillir. « Démence. Je suis parfaitement lucide. »« Papa, s'il te plaît, » intervint Carlos avec un ton condescendant. « Nous sommes venus te ramener à la maison. Cette femme le manipule. Elle veut sûrement s'emparer de ton argent. »« Elena m'a sauvé la vie, » cria Don Roberto. « Elle a été la seule à s'arrêter quand vous m'avez laissé mourir. » À ce moment-là, Elena revint du marché avec les sacs à la main. En voyant la Mercedes et les deux personnes élégantes, elle sut immédiatement qui ils étaient. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle fermement. Patricia la regarda de haut en bas avec mépris. « Et toi, qui es-tu ? La nouvelle infirmière ou la nouvelle chasseuse de fortune ?» Elena posa les sacs au sol et s'avança pour se tenir aux côtés de Don Roberto. « Je suis Elena Vargas et cet homme est sous ma garde parce que vous l'avez abandonné comme un chien. » Carlos laissa échapper un rire cruel. « Regarde-moi ça. La servante jouant à l'héroïne. Combien mon père t'a payé pour monter cette pièce ? » Personne ne m'a rien payé, répondit Elena, les yeux flamboyants. Je l'ai pris parce qu'il était en train de mourir à côté de la route. Quelque chose que vous, avec tout votre argent, n'avez pas été capable de faire. Le docteur Ramirez intervint d'un ton professionnel. Madame, je vous recommande de ne pas interférer dans les affaires familiales. Monsieur Mendoza a besoin de soins médicaux spécialisés que vous ne pouvez pas lui fournir. Monsieur Mendoza a besoin d'amour, répliqua Elena. Et ça, vous ne savez même pas comment ça s'écrit. L'atmosphère était palpable. Patricia sortit son téléphone. Je vais appeler la police. Cette femme retient notre père contre sa volonté. Personne ne me retient, cria Don Roberto en se levant avec effort. Et Elena m'a ouvert sa maison quand mes propres enfants m'ont jeté à la poubelle et ici je reste. Carlos changea de stratégie et s'approcha de son père avec une expression de préoccupation. Papa, je comprends que tu sois en colère. Nous avons fait une erreur, mais viens à la maison. Nous parlerons calmement, nous arrangerons tout. Don Roberto le regarda droit dans les yeux. Pourquoi faire ? Pour qu'il drogue à nouveau ma nourriture et me laisse dans un endroit pire. Un silence glacial tomba sur le groupe. Patricia pâlit. Papa, c'est de la folie. Nous ne ferions jamais une telle chose. J'ai trouvé les pilules écrasées dans mon café, dit le vieil homme d'une voix tremblante mais ferme. Les mêmes qu'on m'avait prescrites pour le cœur, mais en triple dose. Il voulait que ça ressemble à un accident. Elena sentit ses jambes trembler. Cette famille n'avait pas seulement abandonné son père, ils avaient tenté de le tuer. Le docteur Ramirez garda un silence gêné. Il était évident qu'il en savait plus qu'il ne laissait paraître.
Carlos serra les poings. Très bien. Si tu veux ainsi, papa, reste avec ta sauveuse. Mais quand tu réaliseras qu'elle ne cherche que ton argent, il sera trop tard. Mon argent ne vous appartient plus, dit don Roberto avec un sourire amer. Et bientôt vous le saurez. Patricia fronça les sourcils. Que veux-tu dire par là? J'ai fait des changements. Des changements irréversibles. Les trois visiteurs échangèrent des regards paniqués. Carlos s'approcha dangereusement de son père. Que as-tu fait, vieux? Tu as changé le testament. Don Roberto resta silencieux, mais son sourire en disait long. Patricia laissa échapper un cri de frustration. Tu es sénile. Aucun juge ne respectera un testament signé par un fou. Je ne suis pas fou, répondit don Roberto calmement. Et j'ai des témoins pour le corroborer. Elena comprit à ce moment-là l'ampleur de ce qui se passait. Don Roberto n'était pas seulement un vieil homme abandonné, c'était un homme qui avait planifié sa vengeance avec une précision chirurgicale. Carlos fit un signe au docteur Ramirez, qui sortit des papiers de sa mallette. Monsieur Mendoza, nous avons besoin que vous signiez ces documents. Ils concernent votre admission volontaire dans une clinique de repos où vous recevrez les meilleurs soins. Je ne signerai rien, dit don Roberto. Alors nous passerons par la voie légale, menaça Patricia. Nous avons des témoins qui confirmeront ton incapacité mentale. Elena fit un pas en avant, se mettant entre eux et le vieil homme. Sur mon cadavre, vous n'emporterez don Roberto nulle part. Carlos la regarda avec haine pure. Tu n'es personne pour te mêler de ça, servante. Je suis la personne qui était là quand vous n'étiez pas, répondit Elena d'une voix ferme. Et si vous essayez de l'emmener de force, je crierai si fort que tout le village viendra voir quel genre d'enfants abandonnent leur père mourant au milieu de nulle part. La menace était réelle. Dans les petits villages, la réputation et tout et les Mendoza ne pouvaient pas se permettre un scandale public. Carlos recula d'un pas, respirant avec colère contenue. Ça ne restera pas ainsi, dit-il d'une voix glaciale. Nous reviendrons et quand ce sera le cas, nous aurons tout le poids de la loi de notre côté. Ils montèrent dans la Mercedes et démarrèrent à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Elena et don Roberto restèrent sur le porche, tremblant d'adrénaline. Je suis désolé, ma fille, murmura le vieil homme. Je t'ai mise dans un problème qui n'est pas le tien. Elena prit sa main avec tendresse. Vous ne m'avez mise dans rien, don Roberto. J'ai choisi de rester et je ne laisserai pas ces vautours vous dévorer. Le vieil homme la regarda avec les yeux humides. Tu es la fille que je n'ai jamais eue, Elena. Elle sourit tristement. Et vous êtes le père que j'ai perdu il y a des années. Cette nuit-là, Elena sortit l'enveloppe jaunie de sa cachette. Elle la regarda longuement, tentait de l'ouvrir, mais se souvint de la promesse qu'elle avait faite. Elle attendrait le moment opportun. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment arriverait beaucoup plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Et quand la vérité serait révélée, rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme tendu. Don Roberto et Elena vivaient avec la certitude que quelque chose allait se produire. Le vieil homme ne sortait plus sur le porche, restant à l'intérieur de la maison à lire de vieux journaux et à écrire dans un carnet aux couvertures usées. Un après-midi, alors qu'Elena préparait le dîner, don Roberto l'appela dans la salle à manger. « Assieds-toi, ma fille. J'ai quelque chose d'important à te raconter. » Elena s'assit en face de lui, s'essuyant les mains sur son tablier. « Quand j'étais jeune, commença don Roberto, je suis arrivé dans ce pays sans rien. Je n'avais qu'une valise avec de vieux vêtements et un rêve. J'ai travaillé dans tout ce que je pouvais, portant des sacs, nettoyant des sols, vendant des journaux. Je me suis cassé le dos pendant des années jusqu'à ce que je réussisse à acheter mon premier terrain. De là, j'ai construit mon premier immeuble, puis un autre, puis un autre. J'ai tellement travaillé que j'ai presque pas vu grandir mes enfants. » Il fit une pause douloureuse. Ma femme Béatrice m'avertissait. Roberto me disait, l'argent ne fait pas grandir les enfants. Ta présence, oui, mais je ne l'ai pas écoutée. J'ai cru qu'en leur donnant tout sur le plan matériel, je leur donnais de l'amour. Je me suis trompée. Elena écoutait en silence, le cœur serré. Carlos,
Patricia et Miguel ont grandi avec tout servi sur un plateau d'argent. Ils n'ont jamais connu la faim. Ils n'ont jamais su ce que c'est que de travailler jusqu'à en avoir les os brisés. Et quand Béatrice est morte il y a 5 ans, ils n'ont pas pleuré leur mère. Ils ont pleuré parce qu'ils craignaient que je me remarie et que je partage leur héritage. Quelle tristesse, don Roberto, murmura Elena. Depuis ce jour-là, j'ai su que j'avais élevé des monstres, poursuivit-il. Mais j'avais aussi ma part de responsabilité. Alors, il y a 2 ans, après ma première crise cardiaque, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat de confiance, Mauricio Soli, un homme honnête qui me sert depuis 30 ans, et j'ai changé mon testament. Elena sentit son cœur battre plus fort. Tout ce que j'ai, Elena, chaque propriété, chaque centime, chaque action de mes entreprises, je l'ai mis au nom d'une fondation caritative, une fondation qui aidera des personnes âgées abandonnées comme moi. Et l'administratrice de cette fondation, c'est toi. Le monde d'Elena s'arrêta. Les paroles de don Roberto résonnaient dans sa tête comme des cloches. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que tu es l'héritière de ma fortune, ma fille. Non pas parce que tu cherches mon argent, mais précisément parce que tu ne le cherches pas. Tu es la seule personne qui m'a vu comme un être humain et non comme un compte bancaire. Elena porta ses mains à son visage, les larmes jaillissant sans contrôle. Don Roberto, je ne peux pas accepter ça. Moi, je voulais seulement vous aider. Je le sais, dit-il avec tendresse. C'est pour ça que tu es la bonne personne. L'enveloppe que je t'ai donnée contient une copie certifiée du testament. L'original est entre les mains de Mauricio. Quand je mourrai, il rendra publique ma volonté et mes enfants ne pourront rien faire pour l'empêcher. Elena tremblait de la tête aux pieds. Et s'ils essaient d'annuler le testament, s'ils disent que vous étiez malade, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez? Don Roberto sourit avec ruse. C'est pour ça que j'ai tout laissé documenter, des vidéos, des lettres, des témoignages médicaux de 3 médecins différents certifiant ma lucidité mentale. Tout est dans un coffre-fort au cabinet de Mauricio. Mes enfants peuvent se battre autant qu'ils veulent. Ils ne gagneront pas. Elena ne savait pas quoi ressentir. D'un côté, la gratitude la submergeait. De l'autre, la peur la paralysait. Don Roberto, vos enfants vont vouloir me tuer. C'est pour ça que j'ai prévu une protection, dit-il. Mauricio a pour instruction de contacter la presse dès que je mourrai. L'histoire de l'homme d'affaires millionnaire abandonné par ses enfants et sauvé par une employée modeste fera le tour du pays. Personne n'osera te toucher. Elena inspira profondément, essayant de tout assimiler. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, l'interrompit don Roberto. Promets-moi simplement que tu utiliseras cet argent pour aider d'autres personnes comme moi, des personnes âgées oubliées, rejetées par leur famille. Promets-moi que tu construiras un refuge où elles retrouveront leur dignité. Elena lui prit les 2 mains en pleurant. Je vous le promets, don Roberto. Je le jure sur ma vie. Le vieil homme hocha la tête, satisfait. Cette nuit-là, il dormit en paix, sachant que son héritage serait entre de bonnes mains. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'au même moment, dans un bureau élégant du centre-ville, Carlos Mendoza était en train de soudoyer un juge pour faire déclarer son père mentalement incapable. La guerre judiciaire ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, tôt le matin, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant la maison d'Elena. 4 agents, un médecin légiste et une assistante sociale en descendirent. Elena ouvrit la porte, le cœur battant dans sa gorge. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle nerveusement. L'officier en charge, un homme d'une 40aine d'années à l'air sévère, montra un document. « Nous avons une ordonnance judiciaire pour évaluer l'état mental de monsieur Roberto Mendoza. Sa famille a déposé une plainte affirmant qu'il est retenu contre sa volonté et qu'il souffre de démence sénile. » Elena sentit le sang se glacer dans ses veines. « C'est faux. Don Roberto va parfaitement bien et il est ici de son plein gré. » « C'est le médecin qui en décidera, madame, » répondit l'officier froidement. « Maintenant, écartez-vous ou je devrai vous arrêter pour obstruction à la justice. » À ce moment-là, don Roberto apparut dans le couloir, appuyé sur sa canne. « Il n'est pas nécessaire d'arrêter qui que ce soit, officier, » dit-il d'une voix ferme. « Me voilà, et je suis en pleine possession de mes facultés mentales.
Le médecin légiste, un homme mince aux lunettes épaisses, s'approcha avec un dossier. Monsieur Mendoza, je dois vous poser quelques questions pour évaluer votre état cognitif. Allez-y, répondit don Roberto avec dignité. Je n'ai rien à cacher. Pendant les 20 minutes suivantes, le médecin lui posa des questions sur des dates, des noms, des adresses, des calculs mathématiques simples. Don Roberto répondit à chacune sans hésiter. Son esprit était limpide comme du cristal. Le médecin prit des notes en silence. L'assistante sociale, une femme d'âge moyen à l'expression sévère, parcourut la maison du regard, cherchant le moindre signe de négligence ou de maltraitance. « Depuis combien de temps vivez-vous ici, monsieur Mendoza » demanda-t-elle. « 2 semaines, répondit-il. « Et pourquoi n'êtes-vous pas chez vous ?»« Parce que mes enfants ont tenté de me tuer, dit-il calmement. Ils m'ont abandonné au milieu d'une route déserte pour que je meure d'insolation. Cette femme m'a sauvé la vie. » L'assistante sociale échangea un regard avec l'officier. « Ce sont des accusations graves, monsieur. »« Et elles sont vraies ?» affirma don Roberto. « J'ai des preuves. Mon chauffeur, Sébastien Torres, a été témoin de tout, et je suis sûr que si vous examinez les caméras de sécurité de ma maison, vous verrez comment mes enfants manipulaient mes médicaments. » L'officier nota tout dans son carnet. « Sébastien Torres, où pouvons-nous le trouver ? » « Il vit dans le complexe des employés de mon ancienne résidence, rue Las Palmas, 847. » Le médecin légiste referma son dossier. « Monsieur Mendoza, sur la base de cette évaluation préliminaire, je peux dire que vous ne présentez aucun signe de démence ou d'incapacité mentale. Vos réponses sont cohérentes et vous êtes orienté dans le temps et l'espace. » L'assistante sociale fronça les sourcils, visiblement déçue. « Vous êtes sûr, docteur ? » « Absolument. Cet homme est pleinement lucide. » Elena sentit un poids énorme se lever de ses épaules, mais elle savait que cela n'arrêterait pas les enfants de don Roberto. L'officier rangea son carnet. « Très bien, je présenterai mon rapport au juge. Pour l'instant, monsieur Mendoza, vous êtes libre de rester où vous le souhaitez. » Quand la police partit, Elena et don Roberto s'embrassèrent, soulagés, mais tous deux savaient que ce n'était qu'une victoire temporaire. « Ils vont continuer à essayer, » dit Elena avec inquiétude. « Je le sais, » répondit don Roberto. « C'est pour ça que nous devons agir vite. Appelle ce numéro. » Il lui tendit une carte froissée. On y lisait un nom. Mauricio Soli, avocat. Elena composa le numéro, les mains tremblantes. Après 3 sonneries, une voix grave répondit. « Cabinet de maître Soli. Excusez-moi, j'appelle de la part de don Roberto Mendoza. Il m'a dit de vous contacter en urgence. » Il y eut un silence. « Don Roberto va bien. Dites-lui que j'arrive immédiatement. » 1 heure plus tard, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'allure distinguée, frappa à la porte. Il portait une mallette en cuir et un costume impeccable, sans ostentation. Don Roberto dit en entrant, les yeux humides. « Dieu merci, vous allez bien. J'ai appris ce que vos enfants ont fait. C'est impardonnable. » Les 2 hommes s'embrassèrent comme de vieux amis. « Mauricio, voici Elena Vargas », présenta don Roberto. « La femme dont je t'ai parlé. » Mauricio serra la main d'Elena avec respect. « C'est un honneur de vous rencontrer, madame. Don Roberto m'a beaucoup parlé de vous. »« L'honneur est pour moi, maître », répondit Elena timidement. Ils s'assirent tous les 3 autour de la table. Mauricio sortit plusieurs documents de sa mallette. « Don Roberto, la situation est grave. Vos enfants ont déposé une demande de mise sous tutelle. Ils veulent vous faire déclarer légalement incapable pour annuler tout changement dans votre testament. »« Ils peuvent faire ça ?» demanda Elena, alarmée. « Ils peuvent essayer », répondit Mauricio. « Mais nous avons des preuves solides que don Roberto est parfaitement lucide. De plus, j'ai enquêté. J'ai trouvé des preuves que Carlos, Patricia et Miguel ont détourné des fonds des entreprises familiales, de l'argent qui appartient à don Roberto. » Don Roberto serra les poings. Il savait qu'il volait, mais il n'avait pas de preuves. « Maintenant, nous les avons, » dit Mauricio. « Des virements suspects, des comptes offshore, de fausses factures, tout est documenté.
S'ils veulent une guerre judiciaire, ils l'auront. Elena écoutait en silence, ayant l'impression d'être au cœur d'un film. Et le testament, demanda don Roberto. Mauricio sourit. Il est blindé. 3 notaires différents ont certifié votre signature. 4 médecins ont évalué votre santé mentale. En plus, j'ai fait autre chose. J'ai enregistré en vidéo votre déclaration complète expliquant pourquoi vous avez pris cette décision. Cela, ajouté aux preuves de l'abandon, rend le testament pratiquement inattaquable. Quand sera-t-il rendu public ? Demanda Elena. Mauricio la regarda sérieusement. Quand don Roberto décédera ou s'il décide de le faire avant. Mais je dois vous prévenir, Madame Vargas. Quand ces informations sortiront au grand jour, votre vie changera à jamais. Les Mendoza ont du pouvoir, des relations, de l'argent. Ils tenteront de vous détruire par tous les moyens. Elena inspira profondément. Je suis prête. Non, vous ne l'êtes pas, dit Mauricio avec douceur. Personne ne l'est jamais. Mais cela ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait. La justice exige parfois des sacrifices. Don Roberto prit la main d'Elena. Si c'est trop lourd, ma fille, tu peux te retirer. Je changerai le testament et je mettrai tout au nom d'une fondation anonyme. Tu n'as pas à porter ce fardeau. Elena le regarda dans les yeux. Elle y vit des décennies de douleur, de trahison, de solitude. Elle vit l'homme qui avait bâti un empire pour se rendre compte qu'il avait élevé des vipères, et elle sut qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Je ne me retirerai pas, don Roberto. Vous avez besoin de moi. Et je vous ai promis de ne pas vous laisser seul. Le vieil homme sourit, les yeux remplis de larmes. Tu es la fille que j'aurais dû avoir. Mauricio rangea ses documents. Très bien. Alors voilà ce que nous allons faire. Je déposerai une contre-plainte accusant Carlos, Patricia et Miguel d'abandon de personnes vulnérables, de tentatives d'homicide et de fraude. Je demanderai également une ordonnance restrictive pour les empêcher de s'approcher de don Roberto. Ça va marcher ? Demanda Elena. Avec les preuves que nous avons, oui, répondit Mauricio. Mais préparez-vous, ça va devenir très laid avant de s'améliorer. Et il avait raison. Ce même après-midi, quand Mauricio partit, Elena alluma la télévision pour regarder les informations. Son cœur faillit s'arrêter en voyant le titre. Une femme de ménage kidnappe un homme d'affaires millionnaire pour voler sa fortune. À l'écran apparaissait Carlos Mendoza, vêtu d'un costume impeccable, donnant des déclarations devant une armée de journalistes. Mon père est un homme âgé, vulnérable. Cette femme a profité de son état pour l'éloigner de sa famille et le manipuler. Nous avons des preuves qu'il est retenu contre sa volonté. Nous voulons juste récupérer notre père et nous assurer qu'il reçoive les soins qu'il mérite. Elena sentit ses jambes trembler. Don Roberto, à ses côtés, éteignit la télévision avec colère. Maudit menteur, dit-il, ça va finir par déraper. Ils me font passer pour la méchante. Je sais, répondit-il en lui prenant les mains. Mais la vérité finit toujours par éclater. Nous devons juste tenir un peu plus longtemps. Cette nuit-là, Elena ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Carlos Mendoza mentant effrontément devant les caméras. Elle voyait les gros titres des journaux, voyait les habitants du village la regarder avec méfiance. À 3 heures du matin, elle se leva pour aller chercher un verre d'eau. Depuis la fenêtre, elle vit quelque chose qui la glaça. Une voiture sombre était stationnée de l'autre côté de la rue, phares éteints. À l'intérieur, une silhouette observait la maison. Elena courut réveiller don Roberto. On nous surveille, chuchota-t-elle. L'homme âgé se leva avec difficulté et regarda par la fenêtre. La voiture était toujours là, immobile, menaçante. Appelle Mauricio, dit-il d'une voix grave. Maintenant. Elena composa le numéro. Mauricio répondit d'une voix ensommeillée. Elena, que se passe-t-il ? Il y a quelqu'un qui surveille la maison. Je crois que ce sont les enfants de don Roberto. Ne bougez pas de là, ordonna Mauricio. Je vais appeler la police, et à partir de demain je ferai appel à une sécurité privée pour vous. Quand il raccrocha, Elena regarda de nouveau par la fenêtre. La voiture avait disparu, mais elle savait qu'il reviendrait.
La guerre venait de passer à un autre niveau. Les jours suivants furent un cauchemar. Les journalistes campaient devant la maison d'Elena, cherchant le moindre angle sensationnel pour leur histoire. Les voisins commencèrent à murmurer. Certains la défendaient, d'autres l'accusaient d'opportunisme. Un matin, alors qu'Elena sortait acheter des provisions, un groupe de femmes l'entoura au marché. « Est-il vrai que vous avez kidnappé Monsieur Mendoza ?» demanda l'une d'elles d'un ton accusateur. « Bien sûr que non », répondit Elena en essayant de rester calme. « Il est avec moi parce que sa famille l'a abandonné. »« C'est ce que tu dis », intervint une autre. « Mais son fils a dit à la télévision que tu l'as manipulé. » Elena sentit la colère lui monter à la gorge. Son fils est un menteur qui a laissé son propre père mourir au milieu de la route. Moi, je l'ai juste aidé. Et tu espères qu'on te croie, dit une troisième femme. Une employée pauvre qui s'occupe soudainement d'un millionnaire. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Elena serra les sacs de ses courses, les larmes menaçant de couler. Croyez ce que vous voulez. Moi, je connais la vérité. Elle sortit presque en courant du marché. Dans la rue, les flashs des caméras la aveuglaient. Les journalistes l'entouraient comme des vautours. Madame Vargas, est-il vrai que vous avez forcé Don Roberto à changer son testament? Madame Vargas, combien d'argent vous a-t-il promis? Madame Vargas, où est retenu l'homme âgé? Elena repoussa les journalistes et courut vers son camionnette. Elle monta et démarra, les mains tremblantes. Dans le rétroviseur, elle vit la meute de journalistes la suivre avec leurs caméras. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle s'effondra. Don Roberto la trouva en pleurs dans la cuisine. « Ma fille, que s'est-il passé? Je n'en peux plus. Don Roberto, tout le village pense que je suis une voleuse. Les journalistes ne me laissent pas tranquille. Vos enfants détruisent ma réputation. » L'homme âgé la prit dans ses bras avec force. « Je sais et je suis désolée. Je n'aurais jamais dû t'embarquer là-dedans. » Ce n'est pas votre faute, dit Elena en s'essuyant les larmes. Vous êtes la victime ici. Nous le sommes tous les deux, répondit Don Roberto. Mais cela va bientôt se terminer. Mauricio prépare quelque chose qui changera toute la narration. Elena le regarda les yeux gonflés. Quoi? Une conférence de presse où je raconterai ma version des faits et où nous présenterons les preuves de ce que mes enfants ont fait. Vous êtes sûr? Une fois que vous ferez ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Don Roberto acquiesça avec détermination. Je suis sûr. Il est temps que le monde sache quel genre de personnes sont mes enfants. 2 jours plus tard, Mauricio organisa une conférence de presse dans un hôtel du centre-ville. Les médias remplissaient la salle, impatients d'entendre le millionnaire qui avait été kidnappé. Don Roberto entra avec Elena à ses côtés. Les caméras crépitaient, les murmures remplissaient la salle. L'homme âgé marcha avec dignité jusqu'au podium et regarda directement les caméras. Je m'appelle Roberto Mendoza et je suis venu ici pour dire la vérité. Le silence fut absolu. Il y a 2 semaines, mes 3 enfants m'ont fait monter dans une voiture sous prétexte de m'emmener pour un contrôle médical. Au lieu de cela, ils m'ont abandonné au milieu d'une route déserte sous le soleil brûlant, sans eau, sans nourriture, sans médicaments. Ils m'ont laissé là pour que je meure. Les journalistes prirent frénétiquement des notes. Cette femme désigna Elena. Elena Vargas passait par là avec sa vieille camionnette. Elle s'est arrêtée, m'a donné de l'eau, m'a emmenée chez elle, m'a soignée comme si j'étais son propre père. Elle ne m'a rien demandé en retour, elle m'a juste offert de la dignité. Les caméras se tournèrent vers Elena, qui pleurait en silence. Mes enfants disent qu'elle m'a manipulée, qu'elle m'a kidnappée. La vérité, c'est qu'elle m'a sauvé la vie et maintenant ils essaient de la détruire parce qu'ils savent que j'ai changé mon testament. Parce qu'ils savent que quand je mourrai, ils ne verront pas un centime de ma fortune. Les murmures éclatèrent dans la salle. Où est passé votre héritage, monsieur Mendoza? Cria un journaliste. Don Roberto sourit tristement. J'ai créé une fondation pour les personnes âgées abandonnées, des gens comme moi, qui ont bâti des empires et ont été oubliés par leur propre famille. Elena Vargas en sera l'administratrice, car elle, une femme qui n'avait rien, m'a tout donné. Les caméras captèrent chaque mot.
Elena, submergée, cacha son visage entre ses mains. Et j'ai des preuves, continua don Roberto. Des preuves que mes enfants ont détourné l'argent de mes entreprises. Des preuves qu'ils ont manipulé mes médicaments. Des preuves de tout. L'avocat Soli les présentera aux autorités compétentes. Mauricio se leva et montra un dossier rempli de documents. Voici les transferts bancaires irréguliers, les fausses factures, les témoignages. Tout sera remis au procureur général. Le scandale éclata comme une bombe. Les journalistes hurlaient des questions. Les caméras n'arrêtaient pas d'enregistrer. Dans un manoir de l'autre côté de la ville, Carlos, Patricia et Miguel regardaient la télévision, horrifiés. « Il nous a détruits », murmura Patricia, le visage pâle. « Ce vieux maudit !» grogna Carlos en jetant son verre contre le mur. « Il nous a tous détruits. » Miguel, le plus jeune, s'affaissa sur le canapé, la tête entre les mains. « Nous sommes finis. Notre réputation, nos entreprises, tout. » À l'hôtel, don Roberto termina sa déclaration. « Je veux juste dire une chose de plus. À tous les parents qui regardent ceci, ne commettez pas mon erreur. Ne remplissez pas vos enfants d'argent tout en les laissant vides de valeur, car lorsque vous aurez besoin d'amour, vous ne trouverez que cupidité. » Il s'éloigna du podium sous les applaudissements et les larmes. Elena le prit dans ses bras tandis que les flashs illuminaient le moment. Cette nuit-là, l'histoire de don Roberto et d'Elena Vargas devint virale. Les hashtags justice pour don Roberto et Elena héroïne devinrent tendance. L'opinion publique changea radicalement. Les Mendoza passèrent de victimes à méchants en quelques heures, mais la bataille juridique ne faisait que commencer. Les mois suivants furent un tourbillon d'audiences, de déclarations et de témoignages. Sébastien, le chauffeur, déclara sous serment tout ce qu'il avait vu. Les caméras de surveillance du manoir Mendoza révélèrent Carlos manipulant les médicaments de son père. Le parquet porta des accusations pour abandon de personnes vulnérables, fraude et tentative d'homicide. Carlos, Patricia et Miguel furent arrêtés. Leurs visages menottés apparurent dans tous les journaux. Don Roberto ne ressentit aucune joie en voyant cela, seulement une profonde tristesse. « C'étaient mes enfants », murmura-t-il une nuit. « Je les ai aimés de tout mon cœur. Où ai-je échoué ?» Elena, à ses côtés, lui prit la main. « Vous n'avez pas eu tort de les aimer. Ils ont eu tort de ne pas apprécier cet amour. » L'homme âgé acquiesça en silence. Le procès fut long et douloureux. Les avocats des Mendoza tentèrent toutes les stratégies possibles. Ils prétendirent que don Roberto souffrait de démence, qu'Elena l'avait manipulé, que le testament était invalide, mais les preuves étaient accablantes. Les vidéos où don Roberto expliquait lucidement ses décisions, les rapports médicaux certifiant sa santé mentale, les témoignages de Sébastien, de Mauricio, des voisins ayant vu Elena le soigner avec amour. La juge, une femme d'environ 60 ans au regard sévère, écouta tout avec attention. Le jour du verdict, la salle était comble. Après avoir examiné toutes les preuves, la juge déclara « Ce tribunal détermine que le testament de Roberto Mendoza est valide et a été réalisé en pleine possession de ses facultés mentales. » De plus, Carlos, Patricia et Miguel Mendoza sont déclarés coupables des délits d'abandon de personnes vulnérables et de fraude. Ils sont condamnés à 5 ans de prison. Le marteau tomba. Elena ferma les yeux, soulagée. Don Roberto resta impassible. À l'extérieur du tribunal, les journalistes les attendaient. « Comment vous sentez-vous, don Roberto ?» L'homme âgé répondit d'une voix fatiguée. « Il n'y a pas de joie dans tout cela. J'ai perdu mes enfants, mais au moins, justice a été faite. Et vous, Madame Vargas ?» Elena regarda les caméras. « J'espère seulement que cette histoire servira à ce que d'autres personnes âgées ne souffrent pas comme l'a souffert don Roberto. La vieillesse n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Et nos aînés méritent respect, pas abandon. » Ces paroles émurent des millions de personnes. Dans les semaines suivantes, don Roberto et Elena travaillèrent avec Mauricio à la création de la Fondation Espoir Doré. Ils achetèrent un vaste terrain à la périphérie du village et commencèrent la construction d'un foyer pour personnes âgées abandonnées. Don Roberto supervisait chaque détail depuis son fauteuil roulant. Sa santé s'était détériorée,
mais son esprit était plus fort que jamais. Je veux des jardins, disait-il à Elena, et une bibliothèque, et des salles pour les activités. Je ne veux pas d'un asile triste, je veux un vrai foyer. Elena réalisa chacun de ses souhaits. Les dons affluaient de tout le pays. Des gens touchés par l'histoire envoyaient de l'argent, des meubles, des livres, des vêtements. 6 mois plus tard, la maison Espoir Doré ouvrit ses portes. Don Roberto coupa le ruban inaugural entre larmes et applaudissements. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, dit-il d'une voix brisée, utiliser mon argent pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Le premier groupe de résidents arriva le jour même. Des personnes âgées abandonnées par leur famille, des sans-abri, des grands-parents oubliés. Elena accueillait chacun avec une étreinte. « Bienvenue chez vous », leur disait-elle. « Ici, personne n'est invisible. » Don Roberto les observait depuis son fauteuil avec fierté. Il avait trouvé son but ultime, mais son corps était déjà fatigué. Une nuit, 2 mois après l'inauguration, il fut victime d'une crise cardiaque. Elena le trouva dans sa chambre, respirant avec difficulté. « Non, s'il vous plaît, non, pas encore », supplia-t-elle en appelant l'ambulance. À l'hôpital, les médecins firent tout leur possible. Mais le cœur de Don Roberto était à bout. Elena resta à ses côtés en lui tenant la main. « Ma fille », murmura-t-il d'une voix à peine audible, « merci de m'avoir donné une raison de croire à nouveau en l'humanité. » « Ne me laissez pas, Don Roberto, sanglota Elena. Il y a encore tant à faire. »« Tu le feras, » dit-il en esquissant un faible sourire. « Tu as le cœur que je n'ai pas su cultiver chez mes enfants. Promets-moi de prendre soin de tous ces grands-parents comme tu as pris soin de moi. »« Je te le promets, » répondit Elena. « Je le jure sur ma vie. » Don Roberto ferma les yeux avec un sourire de paix. « Alors je peux partir tranquille. » Dis à Mauricio d'exécuter le testament et dis au monde que la véritable richesse n'a jamais été sur mon compte en banque. Elle a été de trouver quelqu'un comme toi. Ce furent ses dernières paroles. À 3h47 du matin, Roberto Mendoza rendit son dernier souffle. Elena serra sa main jusqu'à la fin, pleurant en silence tandis que les machines émettaient ce long son monotone qui marque la fin. Les funérailles furent grandioses. Des gens de tout le pays vinrent lui dire adieu, mais les seuls absents furent ses 3 enfants, qui purgeaient encore leur peine de prison. Elena prononça l'éloge funèbre d'une voix tremblante mais ferme. Don Roberto fut un homme qui a commis des erreurs comme nous tous, mais il a eu le courage de les reconnaître et d'essayer de les réparer. Il m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste et il m'a montré que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais d'amour, de respect et de présence quand on en a le plus besoin. Ces paroles résonnèrent dans chaque cœur présent. Après l'enterrement, Mauricio réunit Elena dans son bureau pour la lecture officielle du testament. Même si elle en connaissait le contenu, l'entendre à voix haute la bouleversa à nouveau. « Moi, Roberto Mendoza, en pleine possession de mes facultés, lègue toute ma fortune à la Fondation Espoir Doré, sous l'administration d'Elena Vargas. Cela inclut toutes mes propriétés, mes comptes bancaires, mes parts dans des entreprises et mes biens personnels, pour une valeur estimée à 200 millions de dollars. » Elena porta les mains à son visage. Le chiffre était si immense qu'elle n'arrivait pas à le concevoir. « À mes enfants Carlos, Patricia et Miguel, je laisse cette lettre. » Mauricio sortit une enveloppe scellée et commença à lire. « Mes enfants, je ne vous laisse pas d'argent, car l'argent est la seule chose que vous m'ayez demandé de mon vivant. Je vous laisse quelque chose de bien plus précieux. La leçon que l'amour ne s'achète pas, il se mérite, que la famille se construit par des actes, pas par des paroles. J'espère qu'un jour, lorsque vous sortirez de prison, vous comprendrez que le véritable héritage que vous auriez dû chercher était mon respect, pas mon compte en banque. Je vous ai aimé, mais je ne peux pas récompenser votre cruauté. Que Dieu vous pardonne, car moi, je l'ai déjà fait. » Mauricio replia la lettre, les larmes aux yeux. « Ceci est aussi pour vous, Elena. » Il lui tendit une autre enveloppe. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. « Elena, ne pleure pas pour moi. J'ai vécu une longue vie, à la fin, je l'ai bien vécu grâce à toi. Utilise cet argent pour donner aux autres ce que tu m'as donné. La dignité. Construis d'autres foyers, aide davantage de personnes âgées et souviens-toi toujours que la véritable richesse ne se compte pas en billets,
elle se mesure en cœur touché. Tu as été la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merci de m'avoir permis d'être le père que j'ai finalement appris à être, avec un amour éternel. Roberto. Elena pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Mauricio la laissa se libérer en silence. Quand elle se calma enfin, il lui parla doucement. Elena, je sais que c'est accablant, mais Don Roberto a eu confiance en vous parce qu'il sait que vous ferez ce qui est juste. Je serai là pour vous aider avec tout le juridique, avec les entreprises, avec tout ce dont vous aurez besoin. Vous n'êtes pas seule. Elena acquiesça en essuyant ses larmes. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Personne ne l'est jamais, sourit Mauricio. Mais vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'intégrité. Et cela vaut plus que tous les millions du monde. Les mois suivants furent faits d'adaptation et d'apprentissage. Elena, avec l'aide de Mauricio et d'une équipe d'administrateurs honnêtes, commença à gérer la fortune de Don Roberto. Ce ne fut pas facile. Il y eut des tentatives de fraude, des gens qui voulurent en profiter, des entrepreneurs corrompus qui pensèrent qu'une simple employée serait facile à manipuler. Mais Elena montra qu'elle avait un instinct naturel pour les affaires, et plus important encore, un sens inébranlable de la justice. Chaque décision qu'elle prenait, elle la consultait avec la mémoire de Don Roberto. Que ferait-il? Cela aide-t-il les personnes âgées? Cela honore-t-il son héritage? Avec le temps, la Fondation Espoir d'Orée grandit. 3 autres foyers ouvrirent dans différents États. Des programmes de formation pour les soignants furent créés, des bourses pour des étudiants en gériatrie furent mises en place, des campagnes nationales sur le respect des aînés furent lancées. Elena devint une figure publique reconnue. On l'invitait à donner des conférences, à participer à des émissions de télévision, à écrire des articles, mais elle ne changea jamais. Elle continuait de visiter chaque foyer personnellement, de parler avec chaque résident, de s'assurer que personne ne se sent oublié. Un après-midi, 2 ans après la mort de Don Roberto, Elena reçut un appel inattendu. Il venait du directeur de la prison où étaient incarcérés les enfants de Don Roberto. Madame Vargas, Miguel Mendoza a demandé à vous voir. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Elena sentit son estomac se nouer. Miguel était le plus jeune des frères, celui qui avait toujours semblé moins cruel que Carlos et Patricia. Puis-je refuser, demanda-t-elle. Et bien sûr, mais il a insisté sur le fait que c'était important. Il dit vouloir vous présenter ses excuses. Elena y réfléchit pendant des jours. Finalement, elle décida d'y aller, non pas pour eux, mais pour fermer ce chapitre de sa vie. La salle des visites de la prison était froide et oppressante. Miguel entra en uniforme de détenu, plus maigre, les cheveux prématurément grisonnants, le regard creusé. Il s'assit en face d'Elena sans oser la regarder. « Merci d'être venue, dit-il d'une voix rauque. Elena ne répondit pas, elle l'observa en silence. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, continua Miguel. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais j'avais besoin de te dire que tu avais raison. Tout ce temps en prison m'a fait réfléchir et j'ai compris que nous avions perdu notre père bien avant de l'abandonner sur cette route. Nous l'avons perdu le jour où nous avons décidé que son argent était plus important que son amour. » Elena ressentit un mélange de pitié et de colère. « Et maintenant quoi? Tu espères que je te dise que tout va bien, que tout s'arrange avec des excuses? » Miguel pleurait. « Je sais que rien de ce que je dirai ne changera ce que j'ai fait. Je voulais juste que tu saches que j'admire ce que tu fais avec la fondation, que mon père a bien choisi et que j'aurais aimé être celui qui s'arrête sur cette route à ta place. » Elena inspira profondément. « Ton père vous a aimé jusqu'à la fin. Tu sais, même après tout, dans sa lettre il vous a pardonné. Je ne sais pas si je peux en faire autant, mais je peux te dire ceci. Utilise ces années pour devenir la personne que ton père rêvait que vous soyez, parce que lorsque tu sortiras d'ici, le monde ne vous pardonnera pas facilement. Mais si vous prouvez par vos actes que vous avez changé, peut-être trouverez-vous la paix. » Miguel acquiesça en pleurant. « Merci. Et merci d'avoir pris soin de lui quand nous ne l'avons pas fait. » Elena se leva pour partir. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Une chose encore, Miguel.
Ton père a laissé des instructions disant que si l'un de vous montrait un repentir sincère, la fondation pourrait vous aider à vous réinsérer dans la société à votre sortie, non pas avec de l'argent, mais avec du travail. Si tu veux vraiment honorer sa mémoire, réfléchis-y, elle quitta la prison le cœur plus léger. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. 5 ans après la mort de Don Roberto, la maison Espoir Doré célébrait son anniversaire. Il y avait 6 établissements dans tout le pays, accueillant plus de 300 personnes âgées. Le programme de volontariat avait inspiré des milliers de jeunes à s'impliquer dans le soin des aînés. Elena, désormais âgée de 60 ans, était devenue une défenseure nationale des droits des personnes âgées, mais elle continuait de vivre dans la même maison modeste, conduisant la même vieille camionnette. La richesse ne l'avait pas changée. Lors de la célébration, une surprise l'attendait. Les résidents avaient préparé un hommage. Doña Mathilde, l'une des premières résidentes arrivées des années plus tôt, prit le micro. Elena, quand je suis arrivée ici, je n'avais rien. Ma famille m'avait oubliée. Je pensais mourir seule et triste, mais tu m'as donné quelque chose de plus précieux qu'un toit et de la nourriture. Tu m'as rendu ma dignité. Au nom de tous ici, merci d'être notre ange. Les 300 personnes âgées se levèrent et applaudirent. Elena pleura d'émotion en les prenant dans ses bras, un par un. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle sortit une vieille photo de Don Roberto. Elle la regarda avec tendresse. « J'y suis arrivée, Don Roberto, murmura-t-elle. J'ai tenu ma promesse. Et tu sais quoi, chaque jour où je vois ses grands-parents sourire, j'ai l'impression que tu es encore là, à prendre soin de nous tous. » Une douce brise entra par la fenêtre, faisant bouger les rideaux, et Elena sut au plus profond de son cœur que Don Roberto était en paix. 10 ans plus tard, Elena Vargas reçut le prix national des droits de l'homme pour son travail avec la Fondation Espoir Doré. Dans son discours de remerciement devant les autorités, la presse et le public, elle déclara « Ce prix n'est pas le mien, il est celui de Don Roberto Mendoza, un homme qui a commis des erreurs, mais qui a eu le courage de les réparer. Il est celui de toutes les personnes âgées qui se sont un jour senties invisibles et qui ont trouvé dans nos foyers une famille. Et il est celui de chaque personne qui, un jour, s'est arrêtée pour aider quelqu'un sans rien attendre en retour. » Elle fit une pause, la voix brisée par l'émotion. « Il y a des années, je roulais sur une route en direction de mon village, vaincue par la vie. J'ai vu un vieil homme abandonné et quelque chose en moi m'a dit que je ne pouvais pas continuer mon chemin. Je ne savais pas que ce moment changerait ma vie à jamais. Je ne savais pas que cet homme m'apprendrait que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. » Les larmes coulaient sur son visage. Si cette histoire doit vous enseigner quelque chose, que ce soit ceci, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de bonté. Ne négligez jamais quelqu'un qui a besoin d'aide. Car dans ce vieil homme, cet enfant, cette personne vulnérable, pourrait se trouver le but qui donnera un sens à toute votre vie. Don Roberto m'a donné une fortune, oui, mais je lui ai offert quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu acheter, la certitude qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Et cela, mesdames et messieurs, n'a pas de prix. Les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent. Beaucoup pleuraient. En sortant de l'événement, un journaliste l'arrêta. « Madame Vargas, regrettez-vous d'avoir freiné ce jour-là sur cette route ?» Elena sourit avec cette chaleur qui la caractérisait. « Pas un seul jour, car ce jour-là, je n'ai pas seulement sauvé une vie, j'en ai sauvé 2, celle de Don Roberto et la mienne. » Et ainsi se termine cette histoire, cher ami. Une histoire qui nous rappelle que le véritable héritage ne se mesure pas en compte bancaire, mais en vie transformée. Elena Vargas ne cherchait pas la richesse, elle voulait seulement aider. Et c'est précisément pour cela que Don Roberto sut qu'elle était la personne idéale pour poursuivre son héritage. Aujourd'hui, la Fondation Espoir Doré continue de croître, aidant des milliers de personnes âgées abandonnées à travers le pays. Elena, à 65 ans, continue de visiter chaque foyer, de prendre chaque résident dans ses bras, s'assurant que personne ne se sent oublié. Et quelque part, depuis le ciel, Don Roberto Mendoza sourit, sachant que sa fortune a enfin trouvé son véritable but, redonner dignité à ceux que le monde avait oubliés. Car au final, le seul héritage qui compte vraiment est l'amour que nous avons donné et les vies que nous avons touchées.
Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Pour plus d'histoires qui célèbrent le courage, la dignité et la force des femmes qui travaillent, aiment et luttent en silence, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la bonté est toujours récompensée. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, où nous vous raconterons une autre histoire vraie qui vous fera croire de nouveau en la justice et au pouvoir du véritable amour. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire d'Elena et de Don Roberto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.